Le major Marcus Wilson est assis en silence dans un commissariat froid, son uniforme déchiré, le visage meurtri. 4 officiers rient devant sa cellule, ignorant l'appel silencieux qu'il a passé avant son arrestation. Un voyant rouge clignote de façon inquiétante sur les écrans de Washington DC. La plus puissante opération de renseignement militaire de l'histoire américaine vient de commencer. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante d'injustice et de rédemption, réfléchissez à ceci: comment réagiriez-vous à la place de Marcus? Que feriez-vous, sachant qu'un simple instant, un simple appel, pourrait faire basculer un système profondément discriminatoire? Découvrons la suite de cette incroyable histoire vraie. Le major Marcus Wilson n'était pas un soldat ordinaire. À seulement 32 ans, il possédait déjà un palmarès militaire que bien des officiers de longue date lui envient. Fort de 3 missions de combat et d'une multitude de distinctions, Marcus représentait le meilleur de l'armée américaine. Son retour dans sa ville natale de Lakewood Springs devait être une rare pause, un bref répit face à ses responsabilités internationales, un moment de normalité avant de prendre ses fonctions au Pentagone. La modeste berline qu'il conduisait dans ses rues familières ne laissait rien présager de sa stature. Au volant se trouvait un homme dont l'influence au sein du renseignement militaire avait contribué à façonner les protocoles de défense nationale. Marcus n'était pas seulement un expert tactique, il était l'un des principaux architectes du système de communication classifié conçu pour protéger les forces américaines en zones hostiles. Il était issu d'une longue lignée de guerriers. 3e génération de Wilson à servir dans l'armée américaine, Marcus marchait dans les traces de son grand-père, qui avait combattu au Vietnam et était revenu dans un pays ségrégué, et de son père, un vétéran de la tempête du désert décoré de la Silver Star pour sa bravoure sous le feu ennemi. Marcus portait leur héritage avec une fierté solennelle, gravant son propre chapitre dans l'épopée familiale faite de services et de sacrifices. Son expertise en opérations de renseignement et en gestion de crise l'avait conduit dans des lieux secrets du monde entier, des endroits où le drapeau américain flottait silencieusement dans l'ombre, où discrétion et action décisive étaient la monnaie d'échange de la paix. Lorsque les enjeux étaient au plus haut, lorsque la situation s'effondrait dans les recoins les plus fragiles du monde, Marcus était l'officier qu'on envoyait rétablir l'ordre. Ses supérieurs vénéraient son sang-froid, sa précision analytique, son calme inébranlable face au chaos. Ses qualités avaient été affinées non seulement sur le champ de bataille, mais aussi au fil des années passées à naviguer dans un système qui exigeait plus de lui que des autres. Il avait appris à redoubler d'efforts, à dépasser les préjugés subtils ancrés dans la culture même qu'il servait, à rester digne et exigeant même lorsque des obstacles invisibles se dressaient sur son chemin. En traversant Lakewood Springs, il ressentit à nouveau la tension d'antan, la douleur de la division entre les deux mondes qu'il partageait. Dans l'un, il était un stratège militaire de haut niveau, un homme dont les décisions influençaient la sécurité nationale. Dans l'autre, ici, dans cette petite ville du Sud, il n'était encore qu'un homme noir, vulnérable aux mêmes préjugés tenaces qui persistaient depuis sa jeunesse. Le contraste était saisissant, familier et malvenu. Il avait un plan simple: passer quelques jours tranquilles avec sa mère, savourer ses petits plats maison, l'aider à faire quelques réparations ménagères, puis prendre la route pour Washington. Une promotion au grade de lieutenant-colonel l'attendait, symbole de son parcours exceptionnel et de son leadership hors pair. Le colonel Sarah Jenkins, sa supérieure hiérarchique au Pentagone, l'avait appelé plus tôt dans la journée pour confirmer son arrivée et lui rappeler le protocole secret, le système d'urgence qu'il avait lui-même contribué à mettre en place après une série de détentions injustifiées de militaires aux États-Unis et à l'étranger. Marcus connaissait le protocole par cœur. Il en avait rédigé la majeure partie du cadre opérationnel. Il établissait un canal direct et sécurisé entre les militaires et les services de renseignement, accessible uniquement via des appareils spécialement conçus et dotés d'une habilitation de sécurité de haut niveau. Son téléphone sécurisé et son ordinateur portable crypté étaient toujours à ses côtés, même en permission, certaines tâches ne pouvaient jamais être véritablement abandonnées. Sa mère avait conservé sa chambre d'enfant comme un musée sacré, malgré ses protestations polies lui demandant d'utiliser l'espace à sa guise. Pour elle, elle restait un monument de sa transformation de garçon curieux à officier décoré. Des photos encadrées de sa remise de diplôme à West Point, des images de déploiement à l'étranger, de cérémonies de remise de prix et de moments marquants de son parcours académique ornaient les murs tel un récit sacré. Il avait fait ses bagages légers, son uniforme pour les réunions au Pentagone, des vêtements décontractés pour son retour chez lui. L'air du soir était parfumé par les magnolias tandis qu'il baissait la vitre, s'imprégnant du doux rythme des vieilles rues. Lakewood Springs s'était agrandie, certes, avec de nouveaux bâtiments s'étalant sur ses bords, mais au fond, elle restait la même, y compris les fantômes qu'elle refusait d'enterrer. Il mettait un point d'honneur à respecter scrupuleusement chaque code de la route.
Limite de vitesse respectée, clignotants utilisés avec une discipline irréprochable, arrêt complet à chaque panneau. Ce n'était pas une simple habitude, c'était une question de survie. La vie avait appris à Marcus qu'en tant qu'homme noir en Amérique, surtout lorsqu'on conduisait la nuit dans le sud, on ne laissait aucune place au doute, aucune excuse pour être interrogé, arrêté, ou pire. Il passa devant le lycée où il avait autrefois sprinté sur les pistes et livré des arguments convaincants à l'équipe de débat aux des étapes importantes qui lui avaient valu une nomination à l'Académie militaire. Il passa devant l'église où sa famille avait prié, où les funérailles de son grand-père avaient eu lieu avec tous les honneurs militaires. La ville lui semblait plus petite maintenant, comme le sont les lieux de son enfance après une vie passée loin de chez lui. L'expérience avait élargi sa vision et les choses qui autrefois pesaient lourd lui semblaient désormais pittoresques, contraintes. La voix du colonel résonna à nouveau dans son esprit alors qu'il s'approchait du quartier de sa mère. « Souviens-toi du protocole, Marcus. Il est là si tu en as besoin. Espérons que ce ne soit jamais le cas. » Il n'avait été utilisé que 3 fois, et chaque fois, sa nécessité s'était avérée. Marcus n'aurait jamais imaginé qu'il serait le 4e. Les gyrophares rouges et bleus clignotèrent soudain dans son rétroviseur. Il n'était plus qu'à 2 pâtés de maison de chez lui. Il jeta un coup d'œil à son compteur, 64 km/h dans une zone à 64 km/h. Son clignotant avait été utilisé. Sa carte grise était à jour. Ses plaques d'immatriculation militaire étaient visibles. Pourtant, il connaissait le code. L'expérience le lui avait inculqué, et non l'entraînement. Il s'est immédiatement arrêté. Il a coupé le moteur. Il a posé les mains sur le volant à 10h et 14h entre. L'agent Blake Thompson s'approcha lentement, la main posée sur son arme dans son étui. Sa lampe torche balaya le véhicule, puis s'arrêta délibérément sur le visage de Marcus. « Permis et immatriculation » aboya-t-il sans présenter, sans donner de raison à son arrêt. « Officier, puis-je vous demander pourquoi on m'arrête » demanda Marcus d'une voix posée, la voix imprégnée du calme habituel du commandement. « Permis et immatriculation d'abord » répéta Thompson d'un ton plus sec. « Ensuite, nous pourrons discuter des raisons pour lesquelles je vous ai arrêté. » Marcus hocha la tête, veillant à ne laisser transparaître aucune émotion. « Ma carte grise est dans la boîte à gants et mon portefeuille dans ma poche droite. Je vais les chercher maintenant, si ça te va. » Thompson fit un signe de tête sec, la lampe de poche ne vacillant jamais. Marcus ouvrit la boîte à gants avec une lenteur et une précision mesurées. Ce faisant, il remarqua une deuxième voiture de patrouille qui s'arrêtait derrière la première. La situation s'envenimait, même si rien ne s'était passé. Il récupéra la carte grise, puis, avec une clarté exagérée, attrapa son portefeuille. « Je suis également officier d'active » dit-il en sortant sa carte d'identité militaire et son permis de conduire. Major Marcus Wilson. Service du renseignement de l'armée américaine. Thompson jeta à peine un coup d'œil au papier. Il balaya à nouveau le véhicule avec sa lumière. Un deuxième agent, Ryan Peterson, apparut côté passager. Sa main, elle aussi, se trouvait près de son arme. « Tout va bien ici, Blake » demanda-t-il sans regarder Marcus. « Je vérifie juste si notre ami est là » répondit Thompson, la voix chargée de dédain. Une sorte de caïd de l'armée. Le sarcasme n'était pas subtil. « Sortez du véhicule, s'il vous plaît » dit Peterson, sa main détachant maintenant la sangle de son étui. « Monsieur l'agent, j'ai fourni ma carte d'identité et ma carte militaire. Si je ne suis pas en état d'arrestation, je préfère rester dans le véhicule jusqu'à ce que vous m'expliquiez la raison de mon interpellation » répondit Marcus, toujours calme et professionnel. « Ce n'était pas une demande, monsieur » dit Peterson en prononçant le titre d'un ton moqueur. « Sortez maintenant, ou on va avoir un problème. » Marcus calcula ses options. La désescalade restait sa priorité. Il alluma la lumière intérieure, puis ouvrit lentement la porte et sortit, les mains bien visibles. Mesurant 1,88 mètres, sa silhouette imposante, affinée par des années de préparation physique militaire, le dépassait de quelques centimètres par rapport aux 2 officiers. Sa présence, contrôlée et délibérée, ne semblait que les perturber davantage. « J'aimerais quand même connaître la raison de cet arrêt, » dit-il d'un ton neutre, se tenant debout avec une posture impeccable. « On nous a signalé la présence de véhicules suspects dans le secteur, » répondit vaguement Thompson. « On fait juste notre devoir de vigilance. » Avant que Marcus ne puisse parler à nouveau, une 3e voiture de patrouille est arrivée,
les gyrophares allumés et les sirènes hurlantes. La nuit, autrefois paisible et parfumée de magnolia, vibrait désormais d'accusations. 2 autres policiers apparurent alors dans la rue résidentielle, Melissa Carter, une femme trapue à l'expression sévère, et James Reynolds, dont l'attitude suggérait immédiatement qu'il se considérait comme le responsable malgré son apparente jeunesse. « Nous nous sommes retrouvés dans une situation difficile », a crié Reynolds en s'approchant. Le sujet prétend être militaire, a rapporté Thompson, et conduire un véhicule qui ne correspond pas à son profil. Marcus garda une expression neutre, même si le sous-entendu était clair. Le véhicule en question, une berline modeste mais bien entretenue, n'avait rien de suspect. C'était le genre de voiture qui ne surprendrait personne, à moins, bien sûr, que la couleur de peau du conducteur ne soit prise en compte dans le profil. « Je retourne chez ma mère après avoir été déployé », expliqua Marcus d'un ton neutre. « Je suis actuellement en permission avant de me présenter au Pentagone la semaine prochaine. Ma carte d'identité militaire confirme mon identité et mon statut. » Reynolds fit lentement le tour du véhicule. « Ça vous dérange si on jette un œil dans votre voiture, Major ?» L'accent mis sur « Major » était accompagné du même ton moqueur que Thompson avait utilisé plus tôt. « En fait, ça ne me dérange pas », répondit Marcus fermement. « Vous n'avez fourni aucune raison valable pour ce contrôle, et je vous ai donné ma pièce d'identité. Sans motif valable ni mandat, je refuse toute perquisition. » Les 4 officiers échangèrent des regards. « Cela semble assez défensif pour quelqu'un qui n'a rien à cacher », remarqua Carter en se rapprochant. « Laissez-vous vous retourner et placer vos mains sur le véhicule pendant que nous réglons ce problème. » Marcus a tenu bon. « Messieurs les agents, je comprends que vous faites votre travail, mais je connais mes droits. À moins que vous ne me déteniez pour une infraction spécifique, je devrais être libre de partir. » Thompson s'avança, envahissant l'espace personnel de Marcus. « Vous commencez à paraître peu coopératif. Pour notre sécurité et la vôtre, nous devons sécuriser les lieux avant de continuer. » Avant que Marcus puisse réagir, Peterson s'était déjà placé derrière lui et lui avait brutalement saisi le bras. L'escalade soudaine prit Marcus par surprise, malgré son entraînement. « Ce n'est pas nécessaire », a-t-il déclaré fermement. « Je me suis montré très coopératif. » Reynolds s'est joint à eux, tordant l'autre bras de Marcus derrière son dos, tandis que Thompson commençait à le fouiller avec une force excessive. « Qu'est-ce que c'est » demanda Thompson en sortant de sa poche le téléphone sécurisé militaire de Marcus. L'appareil spécialisé ne ressemblait en rien à un smartphone civil standard. À côté, ils ont découvert son ordinateur portable crypté dans sa mallette, sur le siège passager. « J'ai ici du matériel intéressant », a noté Reynolds en examinant les appareils. « C'est une question militaire », expliqua Marcus en grimaçant sous la pression croissante exercée sur ses bras. « Je suis tenu de les garder sur moi en permanence en raison de mon habilitation de sécurité. » Carter se moqua. Explication pratique. Il pourrait s'agir de communications cryptées pour diverses activités illégales. L'absurdité de l'accusation aurait pu être presque comique dans un autre contexte. « Je suis major dans le renseignement de l'armée », répéta Marcus, sa patience s'amenuisant, mais sa voix restant calme. « Vous pouvez vérifier mon identité auprès de mon commandant au Pentagone. » L'évocation de ces relations de haut rang ne sembla pas rassurer les officiers. Au contraire, elle les agita davantage. « Bien sûr, » ricana Thompson. « Et je suis le secrétaire à la défense. » Les officiers ont ri, leur mépris était palpable. Marcus a reconnu le territoire dangereux dans lequel cette rencontre glissait. « Je prends à nouveau ma carte d'identité militaire pour vous la montrer », a-t-il déclaré clairement, en essayant de déplacer sa main vers sa poche, où Thompson avait remis son portefeuille. « Il tend la main », cria soudain Peterson, malgré les intentions claires de Marcus. La suite des événements se déroula avec une violence qui trahissait leurs précédentes affirmations de sécurité et de protocole. Marcus fut plaqué contre le véhicule, le visage brutalement pressé contre le métal froid. Il sentit un genou dans son dos tandis que ses bras étaient tirés vers le haut avec une force douloureuse. Son entraînement lui criait de rester calme, de ne pas résister, de survivre. Son uniforme, fièrement porté en voyage, comme le font de nombreux militaires, s'est déchiré au cours de la lutte. Les médailles qu'il portait sur la poitrine, dont son étoile de bronze et sa purpelate, ont claqué sur le trottoir. « Je suis le major Marcus Wilson, des services de renseignement de l'armée américaine », répéta-t-il, même s'il était menotté sans le moindre égard. « Vous faites une grave erreur. »
Thompson ramassa l'une des médailles tombées, l'examina avant de la jeter au sol avec dédain. Beaux accessoires. Où as-tu trouvé l'uniforme? Au magasin d'Halloween? Les autres rirent à nouveau tandis que Marcus était traîné vers la voiture de patrouille. Imposteur militaire, déclara Reynolds d'un ton suffisant, comme si l'affaire était déjà réglée. Probablement un vol de courage. C'est un délit fédéral, vous savez. L'ironie d'être accusé d'avoir simulé le service même qui avait façonné toute sa vie aurait été risible si la situation n'était pas si périlleuse. Tandis qu'il le poussait brutalement à l'arrière de la voiture de patrouille, Marcus regarda Thompson et Peterson saccager son véhicule. Ils sortirent ses bagages et en éparpillèrent le contenu dans la rue, effets personnels, photos de famille, documents militaires, le tout jeté sans ménagement. Sa casquette a roulé dans une flaque d'eau près du trottoir. À travers la lunette arrière, Marcus pouvait voir les agents prendre des photos non pas des preuves, mais d'eux-mêmes, en train de rire, de poser à côté de la voiture de patrouille, de faire des gestes. Le contraste n'aurait pas pu être plus frappant. Hier, il planifiait des opérations antiterroristes pour protéger des vies américaines. Ce soir, il était traité comme un criminel pour avoir conduit alors qu'il était noir dans sa propre ville. Alors que la voiture de patrouille s'éloignait, Marcus aperçut un voisin qui observait depuis leur porche. Un homme blanc d'un certain âge. Son expression était indéchiffrable. Il ne fit aucun geste pour intervenir. Aucun effort pour remettre en question ce qui se passait. Marcus ferma brièvement les yeux pour se calmer. Ce n'était pas la première fois qu'il était confronté au racisme, mais la douleur était profonde au plus profonde encore, car cela s'était produit alors qu'il était en uniforme. Le trajet jusqu'au commissariat de police de Lakewood Springs dura moins de 10 minutes. À chaque instant, les pensées de Marcus devenaient plus précises. Cela ne tiendrait pas. Il connaissait les systèmes. Les protocoles. Les canaux. Il réagirait, non pas émotionnellement, mais stratégiquement, comme on le lui avait appris. La cellule de détention du poste était froide et nue, un banc métallique marqué de graffitis. Marcus était assis, toujours menotté. À travers les barreaux, il aperçut Thompson, Peterson, Carter et Reynolds, qui riaient en s'occupant de ses papiers. « De quoi devrions-nous l'accuser » demanda Carter d'une voix forte, s'assurant que Marcus pouvait l'entendre. Usurpation de l'identité d'un officier militaire, résistance à l'arrestation, possession suspecte d'appareils cryptés, a énuméré Thompson avec désinvolture, comme si l'élaboration de ces accusations ne nécessitait aucune réflexion. « N'oubliez pas, » ajouta Peterson avec un sourire narquois, qu'il cherchait clairement une arme. Le fait que nous n'en ayons pas trouvé prouve à quel point il est dangereux. Le rire résonnait dans le couloir, une bande sonore cruelle de l'injustice qui se déroulait. L'esprit de Marcus s'est reporté à 3 ans plus tôt, lorsqu'il avait contribué à développer le protocole silencieux, un système classifié né d'incidents comme celui-ci, où des militaires, en particulier ceux de couleur, avaient été détenus à tort, aux États-Unis et à l'étranger. Il se souvenait d'un cas en particulier, un technicien en cryptologie de la marine avait été détenu pendant 3 jours par la police locale, qui refusait de croire à la véracité de ses informations d'identification. Lorsque l'armée l'a retrouvé, il avait été violemment battu en prison. Le protocole silencieux avait été créé comme une solution de secours, une séquence sécurisée, composée à partir de téléphones militaires, activait une diffusion silencieuse et intraçable. La ligne était directement connectée à une équipe spécialisée du Pentagone. Personne n'avait besoin de répondre à l'autre bout du fil. Le message resterait ouvert. Tout serait diffusé. De plus, il a accordé à l'équipe un accès à distance aux systèmes locaux, aux bases de données et aux communications, le tout sans alerter les agents chargés de la détention. Le programme avait été controversé. Certains accusaient l'armée d'abuser de ses prérogatives. Mais après plusieurs interventions réussies, dont le sauvetage d'un agent de renseignement dans une région étrangère hostile, le protocole était devenu la norme pour les agents ayant l'habilitation de Marcus. « Vous avez droit à un appel », annonça l'agent Thompson en déverrouillant la porte de la cellule. « Faites en sorte que ça compte. » Il a remis à Marcus un téléphone civil, pas celui de l'armée, qu'ils avaient déjà confisqué. Marcus hocha la tête en silence, prenant le téléphone dans ses mains menottées. « Tu appelles ta mère pour qu'elle vienne te tirer d'affaire » lança Reynolds depuis son bureau. « Ou peut-être ton commandant au Pentagone ?» Son ton moqueur était empreint de sarcasme. Marcus composa un numéro de mémoire. Aux yeux des policiers, cela ressemblait exactement à ce que Reynolds avait raillé, un fils appelant sa mère.
Le téléphone a sonné 2 fois. « Bonjour, maman, » dit calmement Marcus. « J'ai un problème. Je suis au commissariat de Lakewood Springs. » Il s'arrêta, comme s'il écoutait. « Non, ne t'inquiète pas. C'est juste un malentendu. Je t'expliquerai tout plus tard. » Une autre pause. « Je t'aime aussi. Au revoir. » Il rendit le téléphone à Thompson, son expression indéchiffrable. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le numéro que Marcus avait composé n'était pas celui de sa mère. C'était le code d'activation du protocole silencieux, déguisé en simple appel personnel. Dès que la ligne fut établie, tout commença à émettre. Une équipe à Washington écoutait déjà. Observait. Agissait. Et cette fois, Marcus ne serait pas seul. Au Pentagone, une alerte retentit silencieusement sur le réseau sécurisé. Protocole silencieux, activé. Major Marcus Wilson. Priorité alpha. Immédiatement, le système a commencé à transmettre l'audio du téléphone de Marcus, un appareil que l'agent Thompson avait négligemment jeté sur son bureau au lieu de l'éteindre. Le signal a détecté l'emplacement exact de Marcus et a automatiquement lancé les protocoles d'accès pour les systèmes locaux à Lakewood Springs. De retour au Pentagone, l'équipe de nuit de spécialistes du renseignement militaire s'est mise au garde-à-vous lorsque l'alerte a clignoté sur leurs écrans. Le colonel Sarah Jenkins, qui travaillait tard, a été immédiatement prévenue. « Qui a activé ?» demanda-t-elle en entrant dans la salle de surveillance avec autorité et urgence. « Major Wilson, madame », répondit un jeune lieutenant en affichant le profil de Marcus sur l'écran principal. L'emplacement est le département de police de Lakewood Springs, en Géorgie, le flux audio est actif. L'expression du colonel Jenkins se durcit alors qu'elle écoutait le flot de commentaires émanant désormais du téléphone. « Regardez-le assis là, tout haut et puissant », la voix de l'officier Carter résonna clairement. « Ces gens pensent toujours qu'ils sont spéciaux et militaires, mon cul. » Thompson a ajouté, sa voix teintée de mépris suffisant. Il a probablement volé l'uniforme pour impressionner sa petite amie. Jenkins s'est tourné vers son équipe sans hésitation. Utilisez la reconnaissance faciale sur le flux audio. Je veux savoir exactement à qui nous avons affaire. En quelques minutes, l'équipe a identifié les 4 officiers et a commencé à consulter leur dossier. Officier Blake Thompson, 8 ans de service, 4 plaintes civiles pour usage excessif de la force, toutes rejetées. L'officier Ryan Peterson, 3 ans dans la police, a collaboré avec Thompson pendant la dernière année. Officier Melissa Carter, 5 ans de service, ancienne militaire, renvoyée de l'armée pour conduite indigne. Officier James Reynolds, 2 ans en uniforme, fils d'un juge de comté. Le colonel Jenkins hocha la tête d'un air sombre. Contactez le FBI local et préparez une équipe. Je veux que la situation soit examinée immédiatement. Elle jeta un coup d'œil à son assistante. Et donnez-moi toutes les informations sur les arrestations de minorités au sein du département de police de Lakewood Springs. Quel est le problème ici, colonel ? Demanda doucement son aide de camp. Selon les règles, répondit fermement Jenkins. Mais chaque page. Le major Wilson est l'un de nos meilleurs éléments. Il est candidat à une promotion assortie d'une habilitation de sécurité encore plus élevée. Il ne s'agit pas seulement de lui, même si Dieu sait que cela suffirait. Il en va de l'intégrité de notre personnel et de nos opérations. Pendant ce temps, de retour dans la cellule de détention, Marcus gardait son sang-froid. Il n'a montré aucun signe indiquant qu'une opération de renseignement militaire de haut niveau était désormais directement axée sur sa situation. Il savait aussi sûrement qu'il connaissait son nom et que chaque mot prononcé près de son téléphone était enregistré, analysé, catalogué. Pendant ce temps, les officiers continuaient leurs démarches administratives, ignorant complètement que chaque insulte et chaque violation de procédure s'ajoutait à un dossier de plus en plus volumineux qui attirait désormais toute l'attention du Pentagone. « Pensez-vous que ces accusations seront retenues » demanda Peterson à voix basse, mais pas assez pour échapper aux améliorations audio sophistiquées du Pentagone. « Peu importe, » répondit Thompson. « L'inculpé, c'est lui gâcher la journée. Apprenez-lui à rester à sa place. Le temps que l'affaire soit réglée, il aura passé au moins le week-end en cellule. Le juge Wilson ne siège pas avant lundi. Et sa voiture est mise en fourrière, a ajouté Carter avec une satisfaction impénitente. Au moins $300 pour le sortir, plus les frais de remorquage, sans parler de la séance photo promotionnelle. Reynolds rigola en levant son téléphone, montrant un selfie suffisant avec Marcus flou en arrière-plan. Cela s'adresse directement au garçon.
Les minutes se transformèrent en heures tandis que Marcus restait assis en silence, son expression illisible. L'équipe du Pentagone, cependant, était tout sauf inactive. Ils ont continué à recueillir des données, dressant un tableau complet de la situation et des personnes impliquées. Ils ont eu accès aux images des caméras de circulation prises plus tôt dans la soirée, confirmant que Marcus n'avait enfreint aucune règle de circulation. Ils ont extrait les dossiers du personnel, identifiant une tendance inquiétante, ce groupe d'agents avait pour habitude de cibler les conducteurs issus de minorités. Ils ont même examiné les messages textes échangés entre Thompson et Peterson quelques heures plus tôt. L'intention était effrayante dans sa cruauté désinvolte, il cherchait quelqu'un à arrêter, parce qu'il s'ennuyait. Lorsque l'agent Reynolds s'est à nouveau approché de la cellule de détention, quelque chose dans son comportement avait changé. La bravade était toujours là, mais en dessous se cachait un fil de malaise. Le chef arrive tôt demain, informa T-il les autres. Il dit qu'il veut examiner cette affaire personnellement. Et alors, répondit Thompson, même si son ton avait perdu son assurance d'antan. Nous avons tout documenté. Reynolds hocha lentement la tête, sa certitude commençant à s'effriter. Je dis juste que nous devrions peut-être nous assurer que nos papiers sont bien remplis sur ce point. Alors que la nuit s'éternisait, Marcus restait l'image même de la force tranquille, conservant son énergie et observant chaque détail. Les gardes des officiers touchaient à leur fin, mais aucun ne semblait désireux de partir, comme si quelque chose dans cette affaire commençait à les ronger. « Devrions-nous le transférer au comté ce soir » demanda Carter, la voix hésitante. « Non » décida Thompson. « Laissez-le mijoter ici jusqu'au matin. De toute façon, les formalités administratives du comté sont un cauchemar à cette heure tardive. » Il ne savait pas qu'à chaque heure qui passait, les accusations contre eux devenaient plus sérieuses. L'équipe du protocole silencieux avait désormais rassemblé suffisamment de preuves pour les présenter au plus haut niveau du commandement militaire. Des décisions étaient déjà prises et des décisions qui allaient résonner dans les couloirs du pouvoir à Washington. Que pensez-vous qu'il devrait arriver aux officiers qui abusent de leur pouvoir de cette manière? Commentez, numéro 1, si vous pensez qu'ils devraient être licenciés immédiatement. Ou, numéro 2, si vous pensez qu'ils méritent une procédure régulière, malgré leurs actions. N'oubliez pas de soutenir les histoires qui dénoncent l'injustice. Le protocole silencieux a été conçu pour protéger nos militaires, mais de telles protections devraient-elles exister pour tous les citoyens? Posez-vous cette question, comment cette nuit se serait-elle terminée sans cette protection militaire secrète? Alors que nous poursuivons cette histoire vraie, réfléchissez à ce que vous feriez si vous étiez à la place de Marcus, face à un système conçu non pas pour vous protéger, mais pour vous briser. Le chef de la police Robert Lawrence est arrivé au poste plus tôt que d'habitude. Sa routine matinale avait été perturbée par un appel téléphonique peu après 5 heures du matin. La voix à l'autre bout du fil s'est identifiée comme étant le colonel James Davison du Pentagone. La conversation avait été brève, mais elle avait laissé Lawrence avec un nœud à l'estomac. 26 années dans les forces de l'ordre, y compris le service dans le corps des marines, avaient aiguisé son instinct. Et tout dans cet appel criait à un sérieux problème. Il examina le dossier d'arrestation qui attendait sur son bureau, fronçant les sourcils devant les accusations vagues. Résistance à l'arrestation, comportement suspect, possession d'appareils cryptés potentiellement illégaux, usurpation d'identité d'un officier militaire, pourtant, la cause probable de l'interpellation initiale manquait visiblement. La photo de réservation était encore plus troublante, un homme vêtu d'un uniforme militaire déchiré, une ecchymose se formant sur sa pommette, le visage calme et digne malgré tout. Lawrence a vérifié l'inventaire des biens et a noté une carte d'identité militaire parmi les biens du suspect. Un simple appel téléphonique au Pentagone aurait confirmé l'identité de l'homme. Mais personne n'avait pris la peine de le faire. Il a convoqué les 4 officiers impliqués. Ils sont arrivés avec l'air privé de sommeil, mais avec défi. « Quelqu'un veut-il m'expliquer pourquoi un homme en uniforme est assis dans ma cellule » demanda le chef Lawrence, d'un ton faussement calme. L'officier Thompson s'est avancé, assumant le rôle de porte-parole. « Un véhicule suspect circule dans une zone résidentielle, chef » a-t-il commencé. Lors d'un contrôle routier, l'individu est devenu agressif, prétendant être militaire, mais sans pouvoir fournir de preuves suffisantes. Nous avons trouvé des dispositifs cryptés en sa possession, il a refusé de s'expliquer. Lawrence se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux fixés sur Thompson. Et la raison de l'arrêt initial? Je ne la vois documentée nulle part. Les officiers échangèrent des regards. Feu arrière cassé, proposa rapidement Peterson.
Et il déviait légèrement. Laurence hocha lentement la tête et attrapa sa souris. C'est intéressant, a-t-il déclaré. Parce que je viens de revoir les images de la caméra embarquée de Thompson. Il tourna le moniteur vers eux. La vidéo montre le véhicule de Marcus arrêté, les feux arrière intacts, roulant parfaitement droit. Tu veux réessayer? Les officiers se déplaçaient mal à l'aise. Peut-être que la caméra avait un angle différent, suggéra faiblement Carter. De notre point de vue, cela ressemblait à une violation. Laurence a sorti un autre dossier. Et vos caméras corporelles? Le règlement du service exige qu'elles soient activées lors de tous les contrôles routiers. Dysfonctionnement technique, a déclaré Reynolds catégoriquement. Vos 4 caméras ont mal fonctionné simultanément? Le scepticisme de Laurence pesait lourd dans la salle. C'est une sacrée coïncidence. Avant que les officiers puissent répondre, le téléphone de Laurence a sonné. Il répondit, écouta en silence, puis dit « Envoyez-les ». Il a raccroché et a regardé les officiers. Il semblerait que nous ayons des visiteurs de Washington et ils sont très intéressés par notre invité. La porte s'ouvrit pour révéler une femme dans un uniforme militaire impeccable, les aigles du colonel brillant sur ses épaules. Elle était flanquée de 2 policiers militaires et d'un civil en costume sombre. L'homme s'est présenté discrètement comme étant l'agent spécial du FBI Thomas Morgan. Colonel Sarah Jenkins, renseignement de l'armée américaine, dit la femme d'un ton sec. Je suis ici au sujet du major Marcus Wilson, qui, je crois, est détenu dans votre établissement. Les 4 officiers se raidirent visiblement à la confirmation de l'identité de Marcus. Le chef Laurence s'est levé pour lui serrer la main. Nous discutions justement du cas du major Wilson, colonel. Il semble y avoir des irrégularités dans le rapport d'arrestation. Le colonel Jenkins tourna son regard d'acier vers les officiers et ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Le silence disait tout. J'aimerais vous parler en privé, chef Laurence. Son ton était très clair, ce n'était pas une demande. Une fois seul dans le bureau de Laurence, Jenkins ne perdit pas de temps. Le major Wilson est l'un de nos officiers de renseignement les plus décorés. Il est actuellement en route pour une mission sensible au Pentagone, avec une habilitation de sécurité à vous faire tourner la tête. Hier soir, il a activé un protocole d'urgence qui a immédiatement attiré notre attention sur sa situation. Laurence fronça les sourcils, les rides autour de ses yeux s'approfondissant. Quel genre de protocole? Jenkins marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Un système de communication classifié, conçu précisément pour ce type de situation. Chaque mot prononcé en présence du major Wilson depuis son arrestation a été surveillé et enregistré par les services de renseignement militaire. La couleur disparut du visage de Laurence à mesure que les implications s'installèrent. Y comprit ce que mes officiers ont dit pendant qu'ils le traitaient? Jenkins hocha la tête d'un air sombre. Chaque mot, chef Laurence. Y compris leurs discussions sur la fabrication d'accusations, leurs insultes racistes et leur intention explicite de retarder son procès pour, je cite, lui donner sa place. Laurence se laissa retomber dans son fauteuil, un nuage d'orage passant sur ses traits. Je n'en avais aucune idée. Je vous crois, répondit Jenkins d'une voix assurée. Votre dossier laisse penser que vous dirigez un service professionnel, mais vous avez un cancer dans vos rangs et il a métastasé au-delà de ces 4 officiers. Elle fit glisser une tablette sur le bureau, révélant un rapport. Les statistiques d'arrestation ventilées par origine ethnique. Les chiffres étaient accablants. Il ne s'agit pas seulement du major Wilson, même si cela serait déjà assez grave. Il s'agit d'un comportement que le ministère de la Défense ne peut pas et ne veut pas ignorer lorsqu'il touche notre personnel. Laurence fixait l'écran, la mâchoire serrée. Que se passe-t-il maintenant? Cela dépend en partie de vous, a déclaré Jenkins. Le FBI est prêt à reprendre l'enquête sur les violations des droits civiques. Les renseignements militaires ont déjà rassemblé de nombreuses preuves, mais nous préférerions que les autorités locales prennent également les mesures appropriées. Laurence hocha lentement la tête. Je veux voir le major Wilson immédiatement. Lorsqu'ils sont entrés dans la zone de détention, les 4 officiers étaient blottis les uns contre les autres près du bureau de réservation, parlant à voix basse qui a cessé instantanément lorsque Jenkins s'est approché. L'officier Reynolds serrait une pile de papiers qu'il posa rapidement. Vous essayez de mettre au point vos rapports après coup, agent Reynolds? Demanda Jenkins d'une voix glaciale. Ce serait une falsification de preuves. Un délit fédéral. Reynolds pâlit,
mais ne dit rien. À la cellule, ils trouvèrent Marcus assis exactement comme il l'était depuis des heures. Sa posture était restée parfaite, malgré l'inconfort évident, et son expression ne trahissait rien. Le chef Lawrence s'avança. « Major Wilson, je suis le chef de police Robert Lawrence. Je tiens à vous présenter mes excuses pour cette situation et à vous assurer que nous y remédions immédiatement. » Marcus hocha la tête en silence, ses yeux se tournant vers le colonel Jenkins. « Major, reconnut-elle formellement, vous vous trouvez dans une situation assez difficile. »« Colonel, répondit-il d'une voix ferme, je m'excuse pour l'activation du protocole 7, mais je l'ai jugé nécessaire dans les circonstances. »« Votre jugement était judicieux, comme toujours, lui assura Jenkins. Lawrence a déverrouillé la cellule. Le major Wilson a demandé une représentation juridique avant toute déclaration, a informé Jenkins au chef. Comme il en a le droit. Le bureau du JAG de l'armée a désigné le capitaine Michael Rodriguez, qui arrivera prochainement. Lawrence hocha la tête. Bien sûr. En attendant, nous allons restituer tous les effets personnels du major Wilson et préparer ses papiers de libération. Un instant, dit Marcus, pour la première fois, d'une voix calme mais ferme. Je voudrais m'assurer que toutes les preuves soient correctement préservées, y compris les caméras corporelles des policiers, qui, selon eux, fonctionnaient mal. Son regard balaya ostensiblement les 4 officiers qui se tenaient maladroitement à proximité. Je crois qu'une analyse médico-légale appropriée déterminera si ce dysfonctionnement était réel ou délibéré. Lawrence se tourna vers eux. Agent Thompson, Peterson, Carter et Reynolds, vous êtes tous placés en congé administratif, avec effet immédiat, dans l'attente d'une enquête approfondie. Veuillez remettre vos badges, vos armes à feu et tout le matériel fourni par le service avant de quitter le bâtiment. C'est... explosa Thompson, vous croyez sa parole plutôt que la nôtre? Nous sommes vos officiers. L'expression de Lawrence se transforma en pierre. C'est exactement le problème, Thompson. Vous êtes censés être mes officiers, chargés de faire respecter la loi de manière égale pour tous les citoyens. Au lieu de cela, vous êtes devenu quelqu'un d'autre. L'atmosphère dans la pièce devint électrique. D'autres officiers commencèrent à se rassembler, attirés par la tension grandissante. Certains semblaient confus, d'autres inquiets, et quelques-uns hochèrent faiblement la tête comme si ce jugement s'était fait attendre depuis longtemps. J'aurai besoin de vos déclarations écrites à chacun, poursuivit Lawrence. Séparément. Pas l'histoire coordonnée que vous concoctez depuis 1 heure. Carter s'avança. Chef, la situation prend des proportions démesurées. C'était un contrôle de routine qui a dégénéré parce qu'il n'a pas coopéré. Gardez-le pour votre déclaration, agent Carter, l'interrompit Lawrence, et pour l'enquête interne qui suivra. Alors que Marcus était escorté jusqu'au bureau du chef pour attendre son avocat, une agitation à l'extérieur annonçait la prochaine tempête. Les journalistes commençaient à se rassembler devant la gare. Quelqu'un avait alerté les médias sur la détention injustifiée d'un officier militaire. Des équipes de tournage s'installaient sur le trottoir. Cette histoire était sur le point de s'échapper des murs du département de police de Lakewood Springs. À l'intérieur, Marcus s'autorisa un moment de réflexion tranquille. Le système qu'il avait contribué à bâtir, les protocoles, les garanties avaient fonctionné exactement comme prévu. Il avait exercé une force écrasante, non par la violence, mais par l'application méthodique de la vérité et de la responsabilité. L'ironie ne lui échappait pas. Les officiers même qui s'étaient moqués de son statut militaire étaient en train d'être détruits par des procédures militaires dont ils ignoraient l'existence. Alors qu'il attendait, il remarqua un jeune officier noir qui l'observait de l'autre côté de la pièce, son expression étant un mélange complexe de respect, de solidarité et de quelque chose de plus profond ou peut-être de la crainte, peut-être de l'espoir. Leurs regards se croisèrent brièvement et une compréhension tacite passa entre eux. Ce n'était pas fini. Loin de là. La responsabilité que Marcus avait déclenchée allait se propager au-delà de 4 officiers d'une petite ville de Géorgie. À cet instant, Marcus comprit, ce qui avait commencé comme une injustice personnelle pouvait désormais se transformer en quelque chose de bien plus grave. Une étude de cas sur la manière dont les systèmes pouvaient être exploités pour opérer un véritable changement. Devant le bureau du chef, les 4 policiers vidaient leur casier. Leur défiance initiale s'était estompée, remplacée par le ressentiment, l'anxiété et, chez certains, les premières lueurs de la peur. Ils n'avaient aucune idée que chaque mot et chaque action avait déjà été transmis à Washington, conservé comme preuve d'un modèle qu'ils ne pouvaient plus nier.
Autour d'eux, leurs collègues officiers chuchotaient et observaient. Des failles au sein du département, longtemps cachées, commençaient à apparaître. Dans son bureau, le chef Lawrence décrocha le téléphone. Sa main tremblait légèrement. Il était temps d'appeler le maire. Et pour se préparer à la tempête qui était sur le point d'éclater sur Lakewood Springs. L'histoire a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans les médias nationaux. Un officier de renseignement décoré de l'armée noire arrêté à tort en uniforme. En quelques heures, tous les grands réseaux l'ont repris. Des images filmées par un téléphone portable, divulguées depuis l'intérieur du poste de police, montrent des officiers se moquant de Marcus alors qu'il est assis en silence, stoïquement, dans sa cellule de détention. La vidéo, apparemment enregistrée par l'officier Reynolds et destinée à être une blague entre amis, a finalement été diffusée auprès d'un journaliste local. À partir de là, la situation s'est propagée comme une traînée de poudre, enflammant les réseaux sociaux avec des millions de vues et des milliers de commentaires indignés. Le major Marcus Wilson, un officier distingué du renseignement de l'armée, décoré de multiples décorations de combat, a été arrêté sans motif alors qu'il se rendait à une nouvelle mission au Pentagone, a rapporté un présentateur de journal télévisé solennel. Des sources proches de l'enquête affirment que les officiers impliqués ont été placés en congé administratif, dans l'attente des enquêtes internes et fédérales. Les caméras ont filmé la libération de Marcus. Il est sorti du commissariat, toujours vêtu de son uniforme déchiré, le visage impassible malgré des ecchymoses visibles. Il n'a fait aucune déclaration, il s'est simplement dirigé vers un véhicule militaire qui l'attendait, flanqué du colonel Jenkins et du capitaine Rodriguez, son avocat fraîchement arrivé au JAG. Les médias n'ont pas perdu de temps pour examiner son dossier. Un héritage de service s'est formé. 3 générations. Le grand-père du major Wilson a servi au Vietnam, a déclaré un général à la retraite à une chaîne de télévision, pour finalement retourner dans des installations isolées. Son père a obtenu la Silver Star lors de l'opération Tempête du désert. Et c'est ainsi que nous récompensons ce sacrifice? Le témoignage le plus poignant est venu de la mère de Marcus, Helen Wilson, une professeure de mathématiques appréciée au lycée local pendant plus de 3 décennies. Mon fils a consacré sa vie à protéger ce pays, a-t-elle déclaré, sa voix calme, résolue et d'une dignité déchirante. Il a été déployé en zone de guerre, a reçu des médailles pour sa bravoure sous le feu ennemi et travaille au plus haut niveau de la sécurité nationale. Et dans sa ville natale, portant l'uniforme de l'armée américaine, il a été traité comme un criminel à cause de sa couleur de peau. L'histoire a touché une corde sensible, transcendant les clivages politiques. Les communautés militaires, en particulier les groupes d'anciens combattants, ont exprimé leur indignation. Les organisations de défense des droits civiques ont souligné cette affaire comme un nouvel exemple de racisme systémique au sein des forces de l'ordre. Même les commentateurs conservateurs, souvent prompts à défendre la police, se sont retrouvés dans l'incapacité de justifier ce qui s'était passé. Et tandis que la nation observait, les journalistes ont commencé à creuser plus profondément dans les dossiers, la conduite et le pouvoir incontrôlé des officiers Thompson, Peterson, Carter et Reynolds. Le jugement ne faisait que commencer. Le long historique de plaintes pour usage excessif de la force déposée par Thompson, toutes classées sans suite, a suscité l'indignation du public. En 8 ans, l'agent Thompson avait accumulé 8 plaintes officielles, et pourtant, aucune n'avait donné lieu à des sanctions disciplinaires. Un journaliste d'investigation a observé, avec une clarté troublante, que 7 de ces plaintes provenaient de citoyens noirs ou hispaniques. Pourtant, aucune enquête n'avait jamais été ouverte. Aucune conséquence n'avait été appliquée. Plus accablante encore fut la révélation entourant la démobilisation déshonorante de l'officier Melissa Carter. Cette information, discrètement partagée par des sources militaires avec des journalistes triés sur le volet, déclencha une tempête de critiques. Selon le rapport, l'officier Carter avait été licencié après des incidents documentés de harcèlement racial envers ses camarades soldats, un détail profondément troublant qui soulevait des questions pressantes sur la façon dont elle avait pu passer avec succès la vérification des antécédents du service de police. Les réseaux sociaux ont explosé. Le hashtag Diez vous respectez le major, le mouvement a rapidement pris de l'ampleur, accompagné de photos percutantes de militaires de couleur, chacun partageant des témoignages personnels de mauvais traitements infligés par les forces de l'ordre. Le mouvement a pris de l'ampleur lorsque plusieurs célébrités et athlètes de renom se sont joints au tollé, relayant largement l'histoire et réclamant justice non seulement pour le major Marcus Wilson, mais aussi pour la question plus large de la responsabilité raciale dans le maintien de l'ordre. L'exposition publique fut fulgurante. L'agent Thompson sortit de chez lui et trouva des manifestants alignés des 2 côtés de sa rue. Ils portaient de grandes pancartes impitoyables,
placardé de sa photo et accompagné de légendes indiquant « raciste avec un badge » et « qui surveille la police ». Sa femme, incapable d'emmener ses enfants à l'école sans subir un harcèlement incessant, a fini par faire ses bagages et s'est enfui chez ses parents. L'agent Peterson, le plus jeune du groupe, se sentait de plus en plus isolé. Ses amis lui tournaient le dos. Ses collègues l'évitaient, terrifiés à l'idée que son association avec le scandale puisse entacher leur propre carrière. La porte de son appartement fut vandalisée où le mot d'ordre raciste peint à la bombe en lettres rouges audacieuses sur toute sa surface. Entre-temps, le passé militaire de l'officier Carter a fait l'objet d'une enquête publique approfondie. D'anciens collègues se sont manifestés, livrant d'autres témoignages profondément troublants sur sa conduite en uniforme. Le plus accablant est venu de son ancien commandant, qui l'a décrite, sans hésitation, comme intrinsèquement biaisé et inapte à occuper un poste d'autorité. L'officier Reynolds, dont le père était juge en exercice, avait d'abord trouvé du réconfort dans l'assurance confiante de son père selon laquelle la controverse serait résolue point soufflé point, mais cette illusion s'est brisée lorsque des foules ont commencé à se rassembler devant le palais de justice, exigeant une enquête pour déterminer si l'aîné Reynolds avait interféré dans des plaintes antérieures, non seulement concernant son fils, mais également concernant d'autres officiers. La ville de Lakewood Springs devint rapidement un creuset de division. De nombreux habitants blancs prirent la défense des policiers, affirmant que la réaction du public était exagérée et insistant sur le fait que Marcus doit avoir fait quelque chose pour provoquer l'arrestation. « Je connais Blake Thompson depuis toujours », a déclaré un commerçant local aux journalistes, d'un ton résolu. « Ce n'est pas un raciste. Il fait juste un travail difficile du mieux qu'il peut. » Mais pour beaucoup d'autres, en particulier au sein de la communauté noire, l'incident a confirmé une vérité avec laquelle ils vivaient depuis longtemps, les préjugés raciaux dans la police n'étaient pas un phénomène nouveau, mais simplement nouvellement révélé. La seule différence maintenant, le pasteur d'une église à prédominance noire a expliqué, c'est qu'ils s'en sont pris à quelqu'un qui avait le pouvoir de riposter. Cela dure depuis des décennies. Le major Wilson avait simplement des ressources que nous n'avons pas. Après 48 heures de silence, Marcus Wilson a finalement rompu le silence. Depuis le Pentagone, il a prononcé une déclaration publique, précise à chaque syllabe, d'une allure calme et inébranlable. Vêtu d'un uniforme impeccable et décoré, il a parlé brièvement, mais ses paroles ont eu un poids immense. Ce qui m'est arrivé à Lakewood Springs ne concerne pas un homme ou 4 policiers, dit-il, sa voix grave et stable, coupant le bruit. Il s'agit d'un système qui, trop souvent, ne parvient pas à reconnaître l'humanité en chacun de nous de manière égale. Je ne cherche pas à me venger de ces policiers. Je recherche la responsabilisation et un changement durable. Il continua, les yeux fixes. En tant que soldat, j'ai juré de protéger la Constitution contre tous les ennemis, intérieurs et extérieurs. Cela inclut la protéger de ceux qui appliqueraient ces protections de manière sélective en fonction de la couleur de peau d'un citoyen. Ces paroles, mesurées et dénuées de colère malgré toutes les raisons de le rendre furieux, trouvèrent un écho dans tout le pays. Il s'agissait d'un homme qui avait affronté la mort au combat, obtenu les plus hautes distinctions nationales et œuvré au sommet du renseignement militaire, et pourtant, humilié et maltraité dans sa ville natale, simplement à cause de sa couleur de peau. Le contraste était terriblement frappant. Même le ministère de la Défense, habituellement prudent en matière d'application de la loi civile, a publié une déclaration inhabituellement forte, le traitement réservé au major Wilson constitue une violation inacceptable du respect dû à tous les militaires. Le département a confirmé qu'il coopérait pleinement avec les enquêtes fédérales sur l'incident et qu'il révisait les protocoles internes pour mieux protéger le personnel militaire contre de tels abus à l'avenir. En coulisses, les services de renseignement militaire rassemblaient déjà des preuves. Le protocole silencieux, discrètement activé par le major Wilson lors de l'incident, avait permis d'enregistrer un enregistrement audio complet. Les spécialistes du Pentagone ont amélioré et analysé l'enregistrement, éliminant le bruit et identifiant chaque voix avec une quasi-certitude. Les paroles des officiers ont causé leur perte. Aucun témoignage extérieur n'aurait pu les condamner plus vigoureusement. Marcus déclina le congé offert par ses supérieurs, préférant reprendre ses fonctions au Pentagone. Pourtant, la mission qui suivit s'avéra tout sauf routinière. Ce qui avait été une cérémonie de promotion classique allait désormais devenir une déclaration nationale. De hauts responsables demandèrent à y assister. Ce moment l'avait transformé à contre-cœur et avec gêne en symbole de quelque chose de plus grand, un soldat pris au carrefour de la race, de la justice et du pouvoir. Il n'avait jamais recherché la lumière des projecteurs, préférant travailler dans l'ombre, là où les agents de renseignement excellent. Mais il comprenait que sa réaction, sa grâce,
sa dignité ou pouvait catalyser un changement qui se répercuterait bien au-delà de lui. Entre-temps, les 4 policiers ont retenu les services de l'avocat Victor Simons, connu pour défendre les forces de l'ordre accusées de mauvaise conduite. Simons s'est rapidement adressé aux médias proches, insistant sur le fait que ses clients étaient victimes de mauvais traitements. Sacrifiés sur l'autel du politiquement correct et promettant quelle histoire complétait l'exonérerait. Mais même Simons devint plus silencieux lorsqu'il fut informé des enregistrements silencieux du protocole. Sa bravade habituelle céda la place à un langage mesuré, parlant désormais avec prudence de contexte et préoccupations procédurales. Alors que la première semaine suivant l'incident touchait à sa fin, la nation restait captivée par le drame qui se déroulait à Lakewood Springs. Dans un récit, 4 officiers risquaient l'effondrement de leur carrière, leur réputation se dégradant sous l'accumulation de preuves accablantes. Dans l'autre, un soldat continuait de servir avec un engagement intact, son honneur intact, malgré l'humiliation subie. Le contraste n'aurait pas pu être plus flagrant, ni la leçon plus urgente. L'histoire avait dépassé ses origines. Elle était devenue quelque chose de plus vaste, une parabole sur le pouvoir, la responsabilité et le long et tortueux arc de la justice. Au Pentagone, la gravité du moment était palpable. Dans une salle de conférence sécurisée, les plus hauts responsables militaires étaient réunis, l'air grave. Le secrétaire à la Défense, le général Harold Mitchell, était assis en bout de table, examinant un dossier d'information dense établi par le colonel Jenkins et son équipe. Tandis que la vidéo et l'audio du protocole silencieux défilaient sur le grand écran, la salle retenait son souffle. Personne ne parlait. Une fois l'enregistrement terminé, le général Mitchell a retiré ses lunettes et s'est pincé l'arête du nez. « Je veux être absolument clair sur ce à quoi nous avons affaire, il a dit. Le major Wilson, l'un de nos agents de renseignement les plus précieux, a été profilé, harcelé et détenu à tort, en uniforme. Il a respecté scrupuleusement le protocole. Les officiers ont eu toutes les chances de désamorcer la situation. Et tout au long de cette période, il a conservé le sang-froid et la discipline que nous attendons de nos meilleurs éléments. » Il se tourna vers le colonel Jenkins. « Quel est l'état des données du protocole silencieux ?» Jenkins se redressa sur sa chaise. « Toutes les données audio et de localisation ont été préservées avec une chaîne de traçabilité ininterrompue, monsieur. Nous avons optimisé le son pour supprimer les interférences de fond et identifier chaque interlocuteur avec une certitude de 99%. Nous avons également accédé aux systèmes locaux pour récupérer les SMS supprimés échangés par les agents, messages annonçant leur intention de cibler les conducteurs en fonction de leur origine ethnique. » Le général hocha la tête, la mâchoire serrée. « Et le président a été informé ?» Un assistant civil l'a confirmé avec un ton net. « Oui, monsieur. » Le président, a ajouté l'assistant, avait exprimé une préoccupation particulière concernant le modèle que cela représente et avait autorisé l'utilisation de cette affaire pour aborder la question plus large de la protection du personnel militaire contre les abus discriminatoires. La discussion s'est portée sur les dossiers complets que les renseignements militaires avaient constitués sur les 4 officiers. La tendance était indéniable. L'agent Thompson avait un long historique de plaintes pour usage excessif de la force, émanant majoritairement de membres de minorités. L'agent Peterson avait envoyé des SMS plaisantant sur le profilage racial. La révocation déshonorante de l'agent Carter résultait d'un harcèlement à caractère raciste. L'agent Reynolds s'était appuyé sur l'influence de sa famille et notamment de son père Jugeau pour échapper aux conséquences de ses fautes passées. Mais ce qui était encore plus inquiétant, c'était la culture au sein du département qui avait permis à de tels comportements de se propager. Les données ont révélé que les conducteurs noirs de Lakewood Springs étaient 6 fois plus susceptibles d'être contrôlés et fouillés que les conducteurs blancs. Les preuves avaient enfin une voix. Et maintenant, elles exigeaient d'être entendues. L'équipe juridique du Pentagone a présenté le dossier fédéral qu'elle préparait contre les officiers, citant des violations des droits civils sous couvert d'autorité, une accusation particulièrement grave compte tenu du statut militaire de Marcus, un fait qui a ajouté un poids considérable à la procédure et a accentué la gravité de l'infraction. Il ne s'agit pas seulement de 4 officiers, a expliqué l'avocat principal du JAG, d'une voix ferme et résonnante dans la salle de briefing, imprégnée d'anticipation et de silence, il s'agit d'envoyer un message selon lequel notre personnel est protégé par bien plus que ses uniformes. La réunion s'est déplacée vers la question de l'avenir de Marcus, un sujet aussi délicat qu'urgent, car malgré le traumatisme qu'il avait subi, il avait refusé l'offre de congé prolongé et demandé à poursuivre sa promotion prévue et sa nouvelle affectation, une décision qui a surpris et inspiré beaucoup de gens dans une égale mesure. Il a été déclaré apte par les services psychologiques, a rapporté le colonel Jenkins,
son ton empreint d'admiration respectueuse. En fait, le médecin évaluateur a noté sa résilience et sa concentration exceptionnelles. Cet incident n'a fait que renforcer son engagement. Le général Mitchell, après une pause qui témoignait à la fois de détermination et de réflexion, prit sa décision. Nous procédons à la promotion du major Wilson au grade de lieutenant-colonel comme prévu, a-t-il déclaré, mais nous élevons la cérémonie. Je veux que la haute direction soit présente. Ce sera plus qu'une promotion, ce sera une déclaration. Alors que le Pentagone mobilisait sa réponse multiforme, Marcus rencontrait les stratèges militaires chargés de gérer les dimensions publiques de l'affaire, des hommes et des femmes expérimentés dans l'art de la guerre narrative, celle qui se déroule non pas sur les champs de bataille mais à travers les cycles d'actualité et la conscience publique. La salle de conférence donnait sur le Ptoak, une vue panoramique qui le calmait habituellement, lui rappelait la clarté de la mission et la chaîne de commandement, mais aujourd'hui, il se retrouvait distrait par une vague d'émotions contradictoires, fierté, tristesse, détermination. Commandant, nous comprenons votre désir de garder ce message professionnel plutôt que personnel, a commencé le responsable de la communication, pesant ses mots avec soin, mais votre histoire a eu un écho national, vous êtes devenu un symbole, que vous le vouliez ou non. Marcus hocha la tête, son expression distante et pensive, ses yeux ne rencontrant pas vraiment les leurs. Je n'ai jamais cherché à être autre chose qu'un bon soldat, dit-il lentement, cette situation, elle est complexe d'un côté, je veux que ces officiers soient tenus responsables de l'autre, je ne veux pas que toute ma carrière soit définie par un incident raciste, aussi flagrant soit-il. Il marqua une pause, pesant ses prochains mots comme un soldat inspectant son arme avant la bataille. Mon grand-père a été confronté à la ségrégation dans l'armée et il a quand même servi, mon père a rencontré des obstacles plus subtils. J'ai moi aussi été confronté à des préjugés, mais j'ai toujours cru qu'il fallait travailler au sein du système pour le changer. Cet incident a mis cette conviction à l'épreuve, je l'admets. Les stratèges échangèrent des regards, le protocole tacite de respect mutuel et d'accord silencieux étant en jeu. Le système que vous avez contribué à créer vous a protégé lorsque vous en aviez le plus besoin, a proposé l'un d'eux avec douceur. Marcus sourit légèrement, l'ombre de l'ironie ne lui échappant pas. C'est vrai, mais tout le monde ne dispose pas d'un protocole classifié du Pentagone pour les soutenir. C'est le problème le plus important que nous devons résoudre. Pendant ce temps, à Lakewood Springs, les 4 officiers commençaient à saisir toute la gravité de leur situation, les murs de certitude et d'impunité commençant à se fissurer autour d'eux. Ils se sont rassemblés dans le bureau de l'avocat Simmons, l'atmosphère étant chargée de tension, alors qu'ils portaient le dernier coup. Ils disent qu'il existe une sorte de système d'enregistrement militaire, a demandé l'officier Thompson, l'incrédulité faisant monter sa voix. Le Pentagone affirme que le major Wilson a activé un protocole d'urgence qui a tout enregistré depuis son arrestation, a confirmé Simmons d'un ton sombre, la mâchoire serrée. Ils disent avoir l'enregistrement audio de tout ce que vous avez dit en sa présence. Le sang s'est retiré du visage de l'officier Carter. Tout. Simmons hocha la tête, le poids du mot rendant le silence plus fort. C'est ce qu'ils prétendent. J'ai déposé des requêtes contestant l'admissibilité de tels enregistrements, mais étant donné qu'il s'agit d'un système militaire utilisé pour un officier militaire, a-t-il laissé entendre, inachevé mais clair. Ils ne peuvent pas faire ça, protesta Thompson, la voix brisée, c'est une atteinte à la vie privée, une surveillance illégale. Ils peuvent absolument le faire, interrompit Carter, son passé militaire faisant surface, importun et tranchant, s'il est un agent de renseignement, il aurait accès à des protocoles dont la plupart d'entre nous n'entendent même jamais parler, et s'il les a activés lors de son arrestation. Elle s'est éteinte, les implications s'enfonçant comme de l'eau glacée dans sa colonne vertébrale. L'officier Reynolds, qui était resté inhabituellement silencieux, se leva soudainement et se dirigea vers la fenêtre, la lumière extérieure étant impitoyable et froide. Nous devons prendre les devants, a-t-il déclaré, la voix creuse mais déterminée, il doit y avoir quelque chose que nous puissions faire pour minimiser les dégâts. À ce moment précis, le téléphone de l'agent Thompson a vibré avec une alerte d'information. Le Pentagone organise une cérémonie de promotion spéciale pour un officier impliqué dans un incident de profilage racial. Le message était sans équivoque, loin d'enterrer l'incident, l'armée l'élevait au rang de question d'importance institutionnelle. De retour au poste de police, le chef Lawrence avait surpris l'agent Thompson en train de tenter d'accéder à la salle des archives après les heures de bureau. Les images de sécurité le montrent clairement en train d'essayer de supprimer ou de modifier des preuves liées à l'affaire. Je vous ai fait confiance, a déclaré Lawrence en suspendant Thompson sur le champ, le dépouillant de ses dernières accréditations départementales. Vous avez trahi cette confiance,
votre serment et toute cette communauté. Le maire de Lakewood Springs, initialement enclin à protéger l'image du département et à éviter le scandale, s'est retrouvé pris dans un étau de pression politique. Les chefs d'entreprises locaux s'inquiètent de la réputation économique de la ville, tandis que les militants communautaires exigent transparence et justice. Sa tentative de faire pression sur le chef Lawrence pour qu'il adoucisse la réponse du département s'est retournée contre lui de manière spectaculaire lorsque Lawrence a menacé de démissionner et de faire part de ses préoccupations directement au FBI. C'est plus grand que la politique locale maintenant, a déclaré Lawrence au maire sans détour, les autorités fédérales sont impliquées ou le Pentagone est impliqué ou soit nous abordons ce problème de front, soit nous perdons complètement le contrôle du récit. Alors que l'affaire évoluait vers quelque chose de plus vaste que ce que pouvait contenir une seule juridiction, Marcus a continué à refuser les innombrables opportunités médiatiques qui auraient fait de lui un nom connu du jour au lendemain. Au lieu de cela, il s'est concentré sur son travail, se préparant à son nouveau rôle avec la même attention méticuleuse aux détails qui avait défini toute sa carrière. Le contraste entre son professionnalisme inébranlable et les efforts de plus en plus désespérés des officiers pour se sauver n'est pas passé inaperçu. Le Pentagone a avancé dans ses plans pour la cérémonie de promotion de Marcus, à laquelle assisteront désormais le secrétaire à la défense lui-même, aux côtés d'autres hauts fonctionnaires. Ce qui avait été initialement prévu comme un événement interne de routine s'est transformé en une déclaration puissante de l'engagement de l'armée à protéger les siens et à lutter contre l'injustice raciale dans ses rangs. Pour les 4 officiers, le coup suivant est arrivé sous la forme d'une mise en demeure du ministère de la Justice. Ils faisaient l'objet d'une enquête pour violation des droits civiques fédéraux, des accusations passibles de peine de prison potentielle. Le document présentait les preuves dans des détails froids et cliniques, les horodatages de leurs déclarations enregistrées et une analyse médico-légale prouvant que leurs caméras corporelles avaient été désactivées manuellement et non pas mal fonctionné. Pensez-vous que le protocole silencieux devrait être étendu pour protéger tous les citoyens, et pas seulement le personnel militaire? Commentaire numéro 1 si vous pensez que tout le monde mérite une telle protection, ou numéro 2 si vous pensez que cela devrait rester un système exclusivement militaire. Si cette vidéo vous aide à comprendre la réalité du profilage racial, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour soutenir davantage d'histoires qui dénoncent l'injustice. La réponse du Pentagone montre comment les institutions peuvent demander des comptes aux individus, lorsqu'elles en ont la volonté. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas d'alliés aussi puissants? Alors que Marcus se prépare pour sa cérémonie de promotion, demandez-vous, combien d'incidents similaires se produisent quotidiennement, invisibles, non enregistrés, impunis, sans la protection d'un protocole silencieux? Comment utiliseriez-vous un tel pouvoir, si vous étiez à sa place? L'officier Blake Thompson était assis seul dans sa cuisine à 3 heures du matin, entouré de bouteilles de bière vidées des restes brisés de son ancienne vie. La photo encadrée de sa remise de diplôme à l'académie de police gisait brisée sur le sol, jetée là dans un moment de rage. Quelques heures plus tôt, sa femme Lisa avait fait monter leurs enfants dans la voiture et était partie, ses paroles en larmes résonnant encore dans les pièces vides. Je ne sais même plus qui tu es, Blake. Ces choses qu'ils disent que tu as dites, ce ne sont pas les mots de l'homme que j'ai épousé. Il avait protesté, affirmant que les enregistrements avaient été manipulés, qu'il avait été piégé, qu'il était le bouc émissaire d'un système désireux de se sauver lui-même. Mais le doute dans ses yeux lui avait dit la vérité, elle s'en doutait depuis longtemps, et cet incident n'avait fait que mettre la pourriture au grand jour. La notification des accusations fédérales restait fermée sur la table, le sceau officiel le fixant comme une accusation silencieuse. De l'autre côté de la ville, l'agent Ryan Peterson arpentait son petit appartement, téléphone à la main, essayant pour la 3e fois de joindre le représentant syndical du département. Chaque appel aboutissait directement sur la messagerie vocale, un message plus fort que des mots eux-mêmes. Le syndicat prenait ses distances par rapport aux retombées toxiques. À 28 ans, Peterson était le plus jeune des 4 officiers, du point de vue de sa carrière, il avait le plus à perdre. Cette nuit-là, il avait suivi l'exemple de Thompson, désireux d'impressionner l'officier supérieur qu'il admirait, mais maintenant cette décision menaçait de définir le reste de sa vie. Quand son téléphone a finalement sonné, ce n'était pas le syndicat. C'était l'avocat Simmons. Ryan, nous devons discuter de tes options, commença l'avocat sans préambule, la voix fatiguée mais directe. Les preuves contre le groupe sont substantielles, si tu es prêt à coopérer, à fournir un témoignage sur la culture du service et les événements de cette nuit-là, il pourrait y avoir une voie vers une réduction de peine. Le mot phrase Petersonen reçut l'effet d'un coup dur. Jusqu'alors, il s'était convaincu que l'élimination serait la pire issue. La réalité d'une peine de prison potentielle pesait désormais lourdement sur lui, jetant une ombre sur les illusions de contrôle auxquelles il s'était accroché.
Suggérez-vous que je me retourne contre les autres, demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je te suggère de réfléchir à ton avenir, répondit froidement Simmons. Thompson est fini, quoi qu'il arrive. Carter et Reynolds ont leurs propres soucis. Tu dois décider à qui va ta loyauté, car je peux te garantir que la leur n'est pas avec toi. L'officier Melissa Carter s'est retrouvée dans une situation singulière. Ancienne militaire, elle était également accusée de trahison de son serment militaire. Le Pentagone avait fait de son cas une priorité. Les enquêteurs militaires ont approfondi les détails de sa démobilisation pour manquement à l'honneur et ont découvert des liens troublants avec son comportement actuel. Carter était assise seule dans son salon, entourée de souvenirs militaires d'une période de service abrégée au souvenir d'une carrière interrompue par ses propres actions. L'ironie était crue et douloureuse. Une autre militaire noire venait de mettre un terme à sa deuxième carrière. L'amertume qu'elle ressentait se heurtait à un sentiment de honte grandissant, tandis que les enregistrements de ses propres paroles circulaient parmi ses anciens collègues. Certains des commentaires les plus accablants provenaient d'elle ou des déclarations sur « ces gens » et leurs prétendus problèmes d'attitude, des remarques qui semblaient de plus en plus indéfendables sous la lumière crue de la surveillance nationale. Elle prit son téléphone et fit défiler la liste jusqu'à un numéro obtenu par des canaux non officiels, la ligne directe du Major Wilson. Son doigt plana sur le bouton de numérotation, songeant à présenter des excuses. Cela changerait-il quelque chose maintenant? Avant qu'elle puisse se décider, un message de Simmons est arrivé. N'essayez pas de contacter Wilson. Toute communication sera utilisée contre vous. L'agent James Reynolds était lui-même confronté à une crise de conscience. Dans le bureau de sa maison familiale, entouré de livres et du poids de son héritage, il éprouvait un sentiment de vulnérabilité nouveau et inhabituel. Fils du juge William Reynolds, James avait grandi baigné dans le sentiment du droit acquis et de l'immunité. L'influence de son père avait permis d'atténuer les accusations de vandalisme portées contre lui par des adolescents, de classer les plaintes et d'étouffer les mauvaises décisions. Mais maintenant, avec l'intervention des autorités fédérales et l'attention nationale braquée sur la Lakewood Springs, même l'influence considérable de son père avait atteint ses limites. « Je ne peux pas arranger ça pour vous, James », avait admis le juge la veille, son assurance habituelle remplacée par une résignation lasse. « C'est aller trop loin. Le mieux que je puisse faire, c'est de vous recommander un bon avocat pénaliste. » Cet aveu a bouleversé la vision du monde de Reynolds. Pour la première fois, il a dû faire face aux conséquences de ses actes sans le filet protecteur de ses relations familiales. En examinant les documents d'accusation fédéraux, un sentiment d'inévitabilité s'est emparé de lui. L'élément le plus accablant n'était pas seulement les enregistrements audio, mais le schéma. L'analyse des données a révélé que les 4 policiers avaient interpellé des conducteurs issus de minorités à des taux bien supérieurs à ceux de leurs collègues. Ils avaient fait usage de la force plus souvent lors de ces interpellations et avaient porté plainte, qui ont ensuite été classés sans suite à un rythme alarmant. Leurs empreintes numériques racontaient une histoire qu'ils ne pouvaient plus nier. Des SMS plaisantant sur le profilage racial, des publications sur les réseaux sociaux dans des groupes privés révélant des préjugés profondément ancrés, tout cela mis à nu. L'avocat Simmons a réuni ses clients pour ce qui serait leur dernière réunion en tant que groupe uni. La salle de conférence, autrefois lieu de stratégie et de défi, ressemblait désormais à un salon funéraire. « J'ai examiné toutes les preuves », commença-t-il sans détour. « C'est accablant. Les enregistrements du protocole silencieux suffiraient à eux seuls à convaincre n'importe quel jury. Ajoutez à cela les preuves de comportement, les caméras corporelles trafiquées et les SMS échangés, et nous sommes presque certains d'une condamnation. » Thompson frappa du poing sur la table. « Alors tu abandonnes ? On te paye pour te battre. » Simmons le fixa d'un regard froid. « Je suis payé pour vous donner des conseils réalistes, pas de faux espoirs. Chacun de vous doit envisager sa propre stratégie. L'accusation se montre déjà disposée à traiter avec quiconque voudrait témoigner contre les autres. L'unité sur laquelle il comptait autrefois s'est dissoute instantanément. » Thompson se tourna vers Petersonen. « Tu leur as parlé, n'est-ce pas? Tu as toujours été le maillon faible. » Peterson recula. « Moi? J'ai été loyal, pendant que vous essayiez de détruire des preuves. Le chef Lawrence vous a pris en flagrant délit. » Carter intervint. « Ça suffit. C'est exactement ce qu'ils veulent, qu'on se retourne les uns contre les autres pendant qu'ils démolissent nos vies. » Reynolds resta silencieux, son expression indéchiffrable tandis qu'il calculait son propre meilleur chemin à suivre. Le ministère de la Justice procédait méthodiquement,
construisant un dossier qui allait au-delà de ses 4 agents, jusqu'au rouage même du département de police de Lakewood Springs. Son enquête révélait un historique de plaintes systématiquement rejetées, un processus de recrutement qui ne prenait pas en compte les préjugés raciaux et une culture qui privilégiait une police agressive dans les quartiers minoritaires. Les données révélaient une situation accablante. Les résidents noirs de Lakewood Springs étaient 5 fois plus susceptibles d'être interpellés, 8 fois plus susceptibles d'être fouillés et 10 fois plus susceptibles d'être victimes de violences lors d'affrontements avec la police. Ce qui rendait l'affaire particulièrement percutante était le contraste entre ce comportement et le parcours exemplaire du major Marcus Wilson. Les procureurs ont invoqué son service militaire, ses félicitations et son comportement professionnel lors de l'arrestation comme preuves irréfutables que les actes des policiers ne pouvaient être justifiés au nom de la sécurité publique. Ils avaient ciblé un citoyen modèle dont le seul délit était d'avoir conduit alors qu'il était noir. De retour au sein du département, les divisions se sont creusées. Certains policiers se sont ralliés aux efforts de réforme du chef Lawrence. D'autres ont démissionné, peu disposés à s'adapter à la nouvelle surveillance. Un groupe restreint, mais très actif, a continué de défendre les 4 policiers, arguant qu'ils étaient sacrifiés au politiquement correct. Mais leur nombre a diminué à mesure que de nouvelles preuves apparaissaient. Des agents locaux, jusque-là silencieux, ont commencé à se manifester. Un agent chevronné a fourni des documents de plaintes internes qu'il avait déposés contre les tactiques agressives de Thompson envers les citoyens issus de minorités aux plaintes qui avaient disparu des canaux officiels. Le syndicat de police, initialement favorable à l'accusé, a adopté une position neutre. Face au changement d'opinion publique, sa déclaration a réaffirmé son soutien aux policiers qui ont respecté leur serment avec intégrité, tout en précisant que ceux qui l'ont trahi seraient tenus responsables. Le chef Lawrence a mis en œuvre des réformes immédiates, une formation obligatoire sur les préjugés, des caméras corporelles fonctionnelles pour toutes les interactions et un comité d'examen civil doté d'une véritable autorité. Ce service regagnera la confiance de la communauté, a-t-il promis lors d'une réunion publique qui a rassemblé des centaines de personnes. Ce qui est arrivé au major Wilson est le symptôme de problèmes plus profonds ou des problèmes que nous traiterons à la racine. Pour les 4 officiers, les conséquences personnelles se sont intensifiées. L'alcoolisme de Thompson s'aggrava. Isolé dans sa maison vide, il commença à sombrer dans une spirale infernale. Peterson a discrètement exploré les options de plaidoyer, son avocat contactant les procureurs au sujet d'une éventuelle coopération. Carter s'est retrouvé ostracisé par ses camarades vétérans. Le rejet de la communauté militaire a été plus profond que tout ce que le monde civil aurait pu lui infliger. Reynolds a vu la réputation de sa famille s'effondrer à mesure que les enquêtes se sont étendues pour déterminer si son père avait influencé de manière inappropriée des affaires antérieures. La nuit précédant l'audience fédérale qui déterminerait s'ils resteraient libres en attendant leur procès, chaque officier a affronté sa nouvelle réalité en toute solitude. Thompson était assis en train de nettoyer son arme de service, des pensées sombres tournoyant comme des vautours. Peterson a appelé frénétiquement d'anciens amis des forces de l'ordre, cherchant un soutien qui n'est jamais venu. Carter a écrit une lettre d'excuse qu'elle savait qu'elle n'enverrait jamais non pas en guise de réconciliation, mais comme une confrontation à ses propres préjugés. Reynolds était assis en silence avec son père, l'héritage familial étant exposé non pas comme un honneur, mais comme une corruption. Pendant ce temps, Marcus préparait son témoignage avec une rigueur clinique. Il retraçait les événements de cette nuit-là, non pas avec rage, mais avec la précision d'un homme formé au service de renseignement. Il avait transformé l'humiliation personnelle en catalyseur de changement systémique, préservant sa dignité tout au long de l'audience. Le contraste entre son service continu et le déclin des officiers n'aurait pas pu être plus frappant. À l'aube du jour de l'audience, les médias nationaux ont envahi le palais de justice fédéral. Il ne s'agissait plus d'une simple arrestation, mais de questions raciales, de pouvoir et d'avenir de la police aux États-Unis. Les 4 officiers, autrefois unis dans leur abus d'autorité, se présenteraient désormais au tribunal en tant qu'individus isolés, vulnérables et sur le point de faire face à tout le poids de la justice. Le palais de justice fédéral vibrait de tension. Spectateurs, médias, agents de sécurité, tous les sièges étaient occupés. La sécurité était à son comble, avec des agents fédéraux postés dans chaque couloir et des barrages policiers pour contrôler la foule à l'extérieur. Ce procès était désormais devenu plus qu'une simple arrestation injustifiée, il était devenu un référendum national sur la responsabilité des forces de l'ordre. Marcus arriva exactement 30 minutes avant l'heure prévue. Il sortit d'un SUV gouvernemental, vêtu de son uniforme complet. L'insigne du nouveau lieutenant-colonel brillait sur ses épaules. Sa promotion avait eu lieu la veille,
un geste fort de la hiérarchie militaire. Sur sa poitrine, ses décorations la Bronze Star, la Purple Hat formaient une impressionnante mosaïque de services et de sacrifices. Il avançait avec une précision militaire, le visage impassible, tandis que les caméras capturaient son entrée solennelle. À l'intérieur, il a été conduit dans une salle privée, où l'attendait l'équipe du procureur. Lieutenant-colonel Wilson, merci de votre coopération tout au long de cette affaire. Nous vous appellerons en premier aujourd'hui. La défense tentera de provoquer une réaction émotionnelle pour vous dépeindre comme colérique ou amer. Votre attitude militaire sera votre plus grande force. Marcus hocha la tête. Je comprends. Ce n'est pas une question d'émotion. C'est une question de fait et de responsabilité. Le silence s'installa dans la salle d'audience à l'entrée de la juge Hélène Watkin. Sa réputation de rigueur présidait chacun de ses gestes. Cette audience déterminera si les accusés peuvent rester en liberté dans l'attente de leur procès. Elle permettra également de présenter des preuves essentielles. Compte tenu de la gravité des accusations et de l'intérêt public, j'attends de toutes les parties qu'elles respectent les règles de bienséance. Les 4 officiers étaient assis sur le banc de la défense, leur posture révélant des humeurs contrastées. Thompson semblait défier l'assemblée, la mâchoire serrée, le regard dur. Peterson avait le teint livide, le regard fuyant. Carter, droit et renfermé, semblait vouloir s'envelopper d'un stoïcisme cérémoniel. Reynolds, quant à lui, conservait cette assurance arrogante héritée d'un monde où les lois ne semblaient jamais s'appliquer à lui. Lorsque Marcus fut appelé à la barre, il s'y rendit d'un pas mesuré. Après avoir prêté serment, il s'assit avec une posture impeccable, les mains posées délicatement sur ses cuisses, dans une pose familière à tout militaire. Le procureur a commencé par retracer son parcours, son expérience et les événements qui ont mené à cette nuit fatidique à Lakewood Springs. Marcus a tout raconté avec une précision méthodique. Sa voix était calme, posée, presque détachée, tandis qu'il décrivait le harcèlement, l'agression et le harcèlement. « Oh. Non, répondit Marcus simplement. Ma formation met l'accent sur la désescalade. J'ai gardé une attitude professionnelle, je me suis identifié clairement comme officier militaire et j'ai obéi à toutes les ordres légitimes, tout en affirmant verbalement mes droits. » La salle d'audience était suspendue à ces paroles. « Votre honneur, déclara le procureur, nous allons maintenant écouter l'enregistrement capté par le protocole silencieux lors de la détention du lieutenant-colonel Wilson. » L'enregistrement a débuté, d'une clarté impressionnante, grâce aux techniques d'amélioration audio du Pentagone. Chaque mot résonnait clairement, des invectives agressives initiales de Thompson aux moqueries des policiers au poste. Mais ce sont les remarques racistes, proférées alors qu'ils pensaient ne pas être entendus, qui ont glacé le public. Leur discussion explicite sur la fabrication des accusations, sur un ton plaisant. Certains et les réactions des officiers. Leur. Celui de. L'avocat de Peterson, visiblement prêt à négocier un accord, insista sur le rôle de leader de Thompson dans l'affaire. Carter, pour sa part, s'est caché derrière son passé militaire, mais Marcus a répondu calmement. Cela fait. Reynolds tenta de se dédouaner, jusqu'à ce que Marcus, avec une précision glaçante, récite mot pour mot les commentaires qu'il avait tenus, les actions qu'il avait posées. Et Thompson resta combatif, clamant que l'enregistrement avait été modifié. Une affirmation aussitôt réduite à néant par l'authentification officielle du Pentagone. Peterson s'est effondré. En larmes, il a admis que la culture du département encourageait le ciblage racial. Carter reconnut ses propos mais tenta de les qualifier de simples plaisanteries de vestiaire, sans animosité réelle. Quand on l'interrogea sur certains incidents durant son service, elle invoqua le 5e amendement, laissant entendre qu'il y avait pire encore. Reynolds a maintenu une façade de procédure jusqu'à ce qu'un message à son père soit présenté peu après l'arrestation. « J'ai besoin que tu passes un appel. J'ai un problème avec un gars qui prétend avoir un statut militaire. » Ce message contredisait sa version des faits, selon laquelle il pensait que Marcus volait une identité. Le visage du juge se durcit. En milieu d'après-midi, il était clair que l'audience prenait une tournure bien plus désastreuse pour la défense. La stratégie de l'accusation était méthodique et implacable. Des preuves audio ont été ajoutées aux données statistiques révélant des années de pratiques discriminatoires. Pendant une courte pause, Marcus sortit discrètement dans le couloir pour boire un verre d'eau. Là, il croisa le regard de Carter, qui se dirigeait vers les toilettes. La sécurité se raidit,
mais Marcus resta parfaitement calme. Carter s'arrêta, hésita, puis murmura. « J'ai ça. » « Soit. » Marcus l'observa un instant avant de répondre. « Oui, vous auriez dû, dit-il sans plus, avant de retourner silencieusement dans la salle d'audience. » Carter resta figé dans le couloir, sa simple reconnaissance plus forte que n'importe quel reproche. Ce n'était pas un reproche qui s'était échangé entre eux, mais quelque chose de bien plus lourd, une vérité trop profonde pour être accusée, mais impossible à ignorer. À la reprise des débats, l'accusation a appelé un témoin inattendu, un jeune policier noir de Lakewood Springs, présent lors de l'interpellation de Marcus au poste. L'agent Jamal Williams a témoigné, l'air calme, mais la voix chargée d'émotion. Il a évoqué la culture du service, la pression constante exercée pour se conformer à des pratiques discriminatoires et les lourdes conséquences, souvent invisibles, pour ceux qui osaient s'y opposer. « Je suis resté silencieux cette nuit-là, » a-t-il admis, la honte gravée dans chaque syllabe. « Je me suis dit que ce n'était pas à moi d'intervenir, mais ce silence m'a rendu complice, et je dois vivre avec. » Ces aveux étaient empreints d'une douleur crue, renforçant les aveux antérieurs de Peterson sur la corruption systémique au sein du département. L'affaire, autrefois centrée sur les agissements de 4 agents, s'est maintenant élargie pour révéler l'institution elle-même, ses règles tacites, ses silences complices, sa façade soigneusement construite. Le réquisitoire de l'accusation a été prononcé non pas avec emphase, mais avec une intensité calme et inébranlable. Cette affaire relève de l'abus de pouvoir dans sa forme la plus fondamentale, a commencé l'avocat. 4 officiers, assermentés pour faire respecter la loi de manière égale, l'ont au contraire appliquée de manière discriminatoire, fondée sur l'origine ethnique. Leur victime n'était pas n'importe quel citoyen, mais un officier décoré, un homme qui a risqué sa vie à maintes reprises pour ce pays. La salle retenait son souffle. Si le lieutenant-colonel Wilson, avec tous ses honneurs et son statut, peut être traité de cette façon alors qu'il porte l'uniforme, quel espoir ont les citoyens ordinaires? Les avocats de la défense ont présenté leur plaidoirie finale, mais leurs paroles sonnaient creux, amoindries par le poids des témoignages et de la vérité. L'avocat de Thompson a évoqué ses longs états de service, celui de Peterson a souligné sa coopération, la représentante de Carter a rappelé au tribunal son propre passé militaire, et l'équipe de Reynolds a souligné sa jeunesse et son potentiel de réhabilitation. Mais rien ne pouvait ébranler l'image de l'homme qu'ils avaient tenté de briser, résistant dans son uniforme, avec pour seule armure la vérité. La juge Watkin a rendu sa décision avec une clarté solennelle et inébranlable. Sur la base des preuves accablantes présentées aujourd'hui, a-t-elle déclaré, notamment des enregistrements audio irréfutables de mauvaise conduite, des schémas avérés de comportement discriminatoire et la gravité des accusations, je refuse la libération sous caution des agents Thompson et Reynolds. Ils seront placés en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Elle s'est tournée vers les autres accusés. Les agents Peterson et Carter resteront en liberté sous caution restreinte, sous surveillance électronique, avec remise de leur passeport et interdiction stricte de tout contact avec des témoins. La salle d'audience s'est mise en émoi. Se voir refuser une libération sous caution dans une affaire autre qu'un homicide était presque inédit, signe évident de la perception du juge de la gravité des crimes. Alors que les agents de police s'approchaient pour placer Thompson et Reynolds en garde à vue, Thompson a perdu son sang-froid. « C'est un piège », cria-t-il en se levant de son siège, furieux. « Cet enregistrement est un faux, ils protègent leurs propres intérêts. » La juge Watkin frappa du marteau, ordonnant sévèrement son expulsion et ajoutant l'outrage à magistrat à sa liste croissante de chefs d'assez. Accusation. Tandis qu'on l'emmenait menotté, son regard croisa celui de Marcus. L'espace d'une seconde, leurs regards se croisèrent. La haine dans le regard de Thompson était brûlante, amère, provocante. Le regard de Marcus, en revanche, était calme, posé, inflexible, une révélation finale, muette, de l'immense différence entre les deux hommes. À l'extérieur du palais de justice, Marcus s'est adressé à la presse avec brièveté et grâce. Aujourd'hui, il était question de responsabilité, et non de représailles, a-t-il déclaré. L'uniforme que je porte incarne des valeurs qui s'appliquent à tous les Américains, l'égalité devant la justice, l'égalité de protection et l'égalité de dignité. J'ai confiance en notre système pour remédier à ces injustices, non seulement dans mon cas, mais pour tous les citoyens qui ont subi un traitement similaire, sans bénéficier d'un protocole tacite pour les protéger. Alors qu'il s'éloignait, l'image diffusée à travers le pays était saisissante, un officier noir d'une distinction remarquable, debout dans son uniforme, après avoir affronté un système qui avait autrefois tenté de l'humilier. L'histoire avait transcendé les individus impliqués, elle était devenue une déclaration plus large sur la justice,
la responsabilité et la lutte permanente pour l'égalité aux États-Unis. Ce soir-là, tandis que Marcus revoyait ses notes pour le briefing du Pentagone du lendemain, il s'accorda un rare moment de réflexion. Le système qu'il avait contribué à façonner avait tenu bon mot pour lui, certes, mais aussi pour d'autres. Peut-être pour d'innombrables autres encore inconnus. La bataille était loin d'être terminée, mais ce jour avait marqué une victoire cruciale dans une guerre bien plus vaste que lui. Un an plus tard, Marcus Wilson se tenait à la tribune de l'hôtel de ville de Lakewood Springs. L'insigne de lieutenant-colonel brillait sur son uniforme tandis qu'il s'adressait à une salle comble. Aujourd'hui ne marque pas une fin, mais un début, a-t-il déclaré, sa voix grave atteignant tous les coins de la salle. L'initiative de police communautaire de Lakewood Springs avait pris racine un nouvel engagement en faveur de la justice, né non pas d'une affaire isolée, mais d'une volonté collective. Derrière Marcus se trouvait le chef Lawrence, le maire Johnson et des représentants du ministère de la Justice, qui avaient supervisé le décret de consentement suite à l'enquête fédérale. Le chemin avait été long, et souvent douloureux, pour la ville. Les verdicts de culpabilité n'avaient pas été une surprise, compte tenu du poids des preuves. Les peines étaient variables. L'agent Thompson, impénitent jusqu'au bout, a écopé de la peine maximale, 15 ans de prison pour violation des droits civiques, falsification de preuves et parjure. Son arrogance tout au long du procès n'avait fait que renforcer la détermination du jury. Même à la fin, il avait déclaré « Je n'ai rien fait de mal », défiant toute preuve du contraire. Il était désormais incarcéré dans une prison fédérale, isolé en raison de son passé de policier à un homme rongé par l'amertume, se prétendant toujours victime. L'agent Peterson avait été condamné à 5 ans de prison, une peine réduite en échange de sa pleine coopération. Son témoignage avait été déterminant, révélant des comportements répréhensibles bien au-delà de 4 agents. En prison, il a commencé à participer à des programmes de réinsertion, manifestant un profond remords et une volonté de se racheter. L'agent Carter avait été condamné à 8 ans de prison. Sa révocation pour abus de confiance et son refus de la déclarer lors de son recrutement dans la police avaient aggravé ses accusations. Contrairement à Thompson, elle avait fini par reconnaître ses torts. Elle avait même écrit à Marcus, lettre qu'il avait acceptée avec grâce. Après sa condamnation, elle s'était adressée à lui au tribunal et lui avait dit calmement « J'ai échoué 2 fois à l'uniforme. Je dois vivre avec ça. » Marcus avait simplement hoché la tête et répondu « Nous avons tous des choix à faire, chaque jour. » L'agent Reynolds a été condamné à 10 ans de prison. Sa peine a été allongée par la preuve que son père, juge, avait interféré dans de précédentes enquêtes pour faute professionnelle. Le juge Reynolds a démissionné dans la honte, et des enquêtes plus poussées ont révélé un réseau d'affaires entaché de corruption. Sous la direction du chef Lawrence et sous la direction de Marcus, le service de police de Lakewood Springs s'est transformé. La formation s'est concentrée sur la reconnaissance des préjugés et l'engagement communautaire. Les caméras piétons sont devenues obligatoires et ne pouvaient être désactivées lors des interactions avec le public. Un comité de surveillance civile a régulièrement examiné les images. Le recrutement a évolué, mettant désormais l'accent sur le dépistage psychologique des préjugés raciaux et la diversité lors des embauches. Plus particulièrement, un système de données conçu par des spécialistes du Pentagone suivait chaque interaction avec la police, identifiant les schémas dangereux avant qu'ils ne dégénèrent. Le protocole silencieux, une fois sauvé par Marcus, avait été étendu à tous les militaires, avec des fonctionnalités plus étendues et des protections renforcées. Le Pentagone reconnaissait que protéger le personnel militaire contre l'injustice était essentiel à la préparation et au moral. Marcus lui-même joua un rôle central dans cette expansion, conciliant ses missions de renseignement avec la réforme de la justice. Promu lieutenant-colonel, il s'occupa de missions de plus en plus cruciales. Son calme inébranlable sous la pression devint légendaire. Au-delà de l'armée, il a fondé la Fondation Wilson pour la réforme de la justice. Fort de son prestige, il a milité en faveur d'une réforme de la police à l'échelle nationale, financé des bourses pour les minorités entrant dans les forces de l'ordre et offert un soutien juridique aux personnes prises au piège dans des situations similaires à la sienne. Contre toute attente, l'agente Carter a rejoint la Fondation après sa libération. Elle est devenue l'une de ses oratrices les plus influentes. « Je pensais faire mon travail », a-t-elle déclaré au cadet, mais en fait, je le trahissais de la pire des manières. L'officier Peterson a lui aussi trouvé un but dans sa vie. Il a travaillé auprès d'anciens combattants souffrant de SSPT, son chemin vers la rédemption étant façonné par sa propre conscience. L'agent Reynolds a suivi une voie différente. Utilisant ce qui restait de l'influence de sa famille,
il a obtenu un poste dans l'administration pénitentiaire, s'accrochant à son autorité même derrière les barreaux. Sa transformation était incomplète, son acceptation de la culpabilité était toujours obscurcie par des excuses. Lakewood Springs, autrefois symbole d'injustice, est devenu un modèle national de réforme. Des services de police de tout le pays s'y sont rendus, espérant reproduire ces progrès. La commission d'examen civil, autrefois radicale, s'est avérée efficace, notamment dans les quartiers où la méfiance était autrefois profonde. Lorsque Marcus revint pour la cérémonie de réconciliation, la boucle fut bouclée. Sa mère était assise au premier rang, la fierté dans les yeux tandis que son fils s'adressait à la foule, non pas en victime, mais en leader. Leur modeste maison familiale, autrefois refuge privé, était devenue un point de repère discret sur le chemin des droits civiques de la ville, au grand étonnement amusé de sa mère. Après le discours, alors que Marcus se déplaçait dans la foule, un homme noir âgé s'est approché de lui, s'appuyant sur une canne. « Je suis né dans cette ville, dit-il doucement. En 1945. J'ai vécu la ségrégation, l'espoir, la déception. Ce que tu as fait de te lever avec dignité plutôt qu'avec colère a compté. Ça compte toujours. » Marcus le remercia. Ce simple échange lui rappela que cette histoire le dépassait largement. Elle portait le poids de générations. Plus tard dans la soirée, alors que Marcus s'apprêtait à rentrer à Washington, il marqua une pause. Dans son bureau du Pentagone, la plus haute distinction civile pour la réforme de la justice côtoyait ses médailles militaires. Mais ces distinctions passaient au second plan par rapport à la transformation qu'il avait contribué à susciter. Son nouveau rôle de conseiller était axé sur les menaces intérieures pesant sur la démocratie, notamment les préjugés institutionnels. Il associait son expertise en matière de renseignement à sa connaissance approfondie de la justice. Autrefois inimaginable, cette combinaison semblait désormais nécessaire. Il savait que son expérience était à la fois profondément personnelle et largement symbolique, tout comme le protocole silencieux, un outil conçu pour protéger les individus, mais qui a finalement révélé des failles systémiques. La technologie a révélé la vérité, mais il a fallu du courage humain pour agir en conséquence. Alors que sa voiture dépassait le coin de la rue où tout avait commencé, Marcus remarqua son aspect ordinaire. Pas de plaque. Pas de monument. Juste de l'asphalte et le silence. Et peut-être était-ce juste. L'héritage ne résidait pas dans le lieu, mais dans le changement qui continuait de se propager dans les vies touchées, les systèmes transformés. Le protocole silencieux avait révélé une vérité qui aurait pu rester enfouie. Mais c'est l'intégrité humaine qui a permis de la faire connaître. Et c'est là, pensa Marcus, peut-être l'histoire la plus américaine de toutes, l'effort incessant pour aligner la réalité sur les idéaux, pour demander des comptes au pouvoir et pour avancer aussi imparfaitement soit-il vers une union plus parfaite.